kiné, et donc qui m'a motivée pour traiter ce sujet lors de mon mémoire que j'ai présenté en juin 2013. Donc, j'ai tout d'abord cherché dans la littérature grand public si on en parlait. Première chose. J'ai découvert que les déficits, les incapacités, les handicaps liés aux troubles de l'olfaction étaient beaucoup traités. Ça, c'était le meilleur exemple, c'est dans ma bibliothèque personnelle. Il était une fois la vie sur le goût et l'odorat. Ensuite, j'ai cherché des textes, des articles un peu plus précis sur le sujet. Et j'ai regardé par rapport aux statistiques dans les services ORL, notamment celui de l'hôpital à Paris Lariboisière. Et 20% des personnes consultant pour des troubles de l'olfaction souffraient de traumatisme crânien, ou du moins étaient des patients cérébro-lésés. Donc je me suis attardée plutôt de ce côté-là, en excluant toutes les pathologies qui pouvaient être dues à l'atteinte des sinus, du larynx, pharynx, etc. Donc pour couvrir une grande partie du champ de l'olfaction, j'ai passé en revue toute l'anatomie, la physiologie. Je ne vais pas vous la développer, même si c'est très intéressant et je pourrais en parler des heures. Je vais juste y revenir rapidement par la suite. Donc, grâce à tout ce que j'ai pu lire, c'était un peu un état des lieux général en fait que j'ai fait de l'olfaction. On ne peut pas appeler ça une revue de littérature, au sens où on n'a pas vraiment tout, on n'a pas fait on n'avait pas des paramètres vraiment très stricts, mais on a pu mettre en évidence deux problématiques. Donc la première, quelle influence les messages olfactifs exercent-ils sur le patient traumatisé crânien en phase d'éveil? Donc, ce qui a découlé sur la deuxième problématique, comment les perceptions sensorielles olfactives, modifiées après lésion cérébrale, peuvent-elles être utilisées par le masseur-kinésithérapeute? En gros, l'objectif, c'était de voir est-ce qu'on peut utiliser l'olfaction en tant qu'outil de travail à différentes phases chez le patient cérébro-lésé, donc du coma à l'éveil. Et en deuxième partie, est-ce qu'on peut utiliser comme outil de travail, comme objet de rééducation? Donc si par exemple le patient a une lésion au niveau de l'appareil olfactif, est-ce qu'on peut l'aider à retrouver une fonction olfactive normale après un traumatisme crânien par exemple? Donc, petit rappel sur l'anatomie pour vous aider à comprendre le cheminement logique. Donc l'air arrive au niveau du nez, jusque-là tout va bien, et vient au niveau de la cavité nasale. Donc on a l'os ethmoïde qui est à la base du crâne, qui est recouvert d'une muqueuse olfactive sur laquelle toutes les molécules odorantes vont venir se déposer. De là en fait, on va avoir donc les molécules qui vont arriver au niveau des récepteurs olfactifs. L'information va transiter au niveau du neurone olfactif, traverser la lame criblée de l'ethmoïde et arriver au niveau du bulbe olfactif. On a la transformation d'une information chimique en une information électrique. C'est donc le premier rôle de traitement de l'information olfactive, ce qu'on appelle la transduction olfactive. Et de là, le bulbe olfactif va envoyer aux différentes régions cérébrales les informations pour qu'elles puissent être traitées. Elles vont être traitées dans 5 zones du cerveau. Le bulbe olfactif, l'amygdale, l'hippocampe, l'insula et le cortex orbitofrontal. J'ai synthétisé tout ce que j'ai trouvé sur l'anatomie et la physiologie pour essayer de voir quelle région cérébrale traitait, avait un rôle dans quoi précisément. Donc, par exemple, l'amygdale a un rôle dans le comportement par rapport à l'alimentation. Par exemple, si on va sentir une odeur qui va nous paraître bizarre, et du coup, par exemple, quand on veut manger, sentir les aliments périmés, donc c'est l'amygdale qui va avoir un rôle là-dedans. Voilà, après le rôle dans la mémoire émotionnelle, etc. Donc j'ai vraiment tout mis en évidence sur ce tableau. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les zones du cerveau qui traitent l'olfaction sont exactement très similairement les mêmes que celles qui traitent certains comportements et certains processus cognitifs. Donc c'est de là qu'est parti tout mon mémoire. Pour revenir sur les mécanismes de l'appareil olfactif, on en a mis en évidence 3. Donc le premier, c'est les fractures naso-sinusales. Le deuxième, c'est les contusions, les déchirements et cisaillements des neurones olfactifs et du bulbe olfactif. Donc ça, c'est par exemple quand il y a un accident de voiture et qu'avec la tête, on a un syndrome de la tête qui part en avant et qui repart en arrière, et donc on a un sectionnement des neurones. Et enfin, comme dans un traumatisme crânien, des contusions ou hémorragies. Ces 3 types de lésions peuvent aboutir à 3 déficits. Donc le premier, l'anosmie, le fait de ne plus rien sentir. Le deuxième, l'hyposmie, le fait de, pour sentir une
une odeur, il faut qu'elle soit en très grande quantité, qu'il y ait beaucoup de molécules volatiles olfactives. Et enfin, la phantosmie, le fait de sentir quelque chose et d'avoir une hallucination olfactive, d'avoir l'impression que cette odeur nous soit complètement aberrante. Par exemple, vous allez sentir l'odeur du café, vous allez avoir l'impression que c'est une odeur de plastique brûlé. Donc voilà. Ces trois lésions aboutissent à des déficits qui aboutissent à un véritable handicap, puisque même si on a l'impression que l'olfaction c'est bien pour pouvoir manger, pour pouvoir déguster des plats, etc., c'est avant tout un système d'alarme, notamment pour détecter des aliments périmés, des fuites de gaz, de la fumée. Certains professionnels l'utilisent tous les jours, comme les restaurateurs par exemple. Donc pour ces personnes qui sont atteintes de déficit olfactif, c'est un vrai problème et ça me semblait d'autant plus bizarre que personne ne s'en préoccupe, et surtout pas les kinés. Donc, j'ai regardé les décrets de compétences, et je me suis aperçue que autant les orthophonistes, les ergothérapeutes et nous-mêmes, c'était dans aucun décret de compétences, c'est-à-dire que personne ne s'occupe de l'olfaction, alors que c'est vraiment, ça peut vraiment être très handicapant et ça mérite qu'on s'y intéresse. Donc, ces personnes en particulier, c'est vraiment l'affaire de tous dans le respect des compétences propres à chacune des professions. Alors, pour en revenir vraiment à mon mémoire, on a suivi trois axes de travail. Donc, le premier axe de travail, c'est comment utiliser l'olfaction pour permettre à un patient en état de coma, comment permettre au patient en coma de sortir du coma, donc c'est-à-dire progresser dans les phases d'éveil. Deuxième axe de travail, lorsque le patient, donc si l'appareil olfactif du patient est sain, donc c'est-à-dire continuer à lui faire sentir ou à en tout cas organiser des ateliers olfactifs pour qu'il puisse progresser dans les niveaux de conscience et on va le voir après récupérer notamment la parole, le lien social, etc. Et si jamais au réveil on s'aperçoit qu'en fait il ne sent rien et que potentiellement l'appareil olfactif a été lésé à cause des contusions ou des hémorragies, et ça va être proposer une rééducation olfactive pour permettre à ce patient, pour offrir au patient les plus grandes chances de récupérer un appareil olfactif normal après lésion. Donc ça va être compliqué de vous expliquer tout, mais et dans mon mémoire c'est beaucoup plus séparé, là ça va peut-être paraître un peu flou. Mais je vais revenir sur la première phase, donc au moment de l'éveil des traumatisés crâniens. Donc en fait, classiquement, c'est pas du tout utilisé. Classiquement, on utilise des stimuli proprioceptifs, on mobilise le patient, on lui parle, on l'écoute, enfin on l'écoute pas encore, mais je veux dire, on essaye vraiment de lui apporter le plus de stimulation possible pour qu'il passe d'un état de coma à un état d'éveil. Alors j'ai mis en dessous. Voilà, passer d'un état végétatif à l'état de conscience réactive et enfin aux premiers échanges relationnels. Et donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ne pas utiliser l'odorat? Donc l'objectif, ce serait, lorsqu'on va faire sentir, par exemple, j'avais rencontré un médecin, le docteur Jankowski, qui est le chef de service de l'hôpital à Nancy, du CHU, et il me disait, par exemple, un homme dans le coma, vous lui faites sentir le foulard de sa compagne, et peut-être que ça va, chez lui, il va y avoir une réaction affective, il va éprouver du plaisir à peut-être reconnaître, à sentir, même s'il est encore dans le coma, à ce que ça lui rappelle quelque chose. Et à ce moment-là, peut-être l'aider avec toutes les stimulations classiques qu'on utilise à passer à un niveau de conscience supérieur. Donc ça, c'est la première idée qu'on peut avoir. Sachant que dans les littératures, c'est très légèrement évoqué. Il y a un article en français qui en parle. D'ailleurs, si ça intéresse certains, je pourrais vous le donner. Et sinon, en anglais, il y avait un peu plus d'articles, mais ça reste... c'est seulement en train d'être évoqué comme possibilité pour l'éveil des TC. Ensuite, quand les patients peuvent être en mesure d'assister à une séance, on peut leur proposer des ateliers olfactifs. Donc comme je vous ai dit au niveau du schéma, soit si leur appareil olfactif est sain, donc c'est-à-dire pour les aider à améliorer leur état cognitif et améliorer le stade d'éveil, donc en stimulant l'initiative motrice et verbale, on va avoir un atelier avec des fioles, les patients vont venir chercher la fiole, vont venir sentir, et naturellement, vu qu'ils seront plusieurs, ils auront envie d'en parler entre eux, de dire « Ah ça me rappelle telle senteur, ah non telle senteur », ça requiert un tonus minimum chez eux, donc ça c'est la première chose.
Ça va solliciter leur mémoire et faire ressurgir des émotions. Donc on va avoir une reprise au niveau du lien social. Et si jamais, par exemple, le patient avait une lésion de l'appareil olfactif, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit avant, c'est ce qu'on va voir après, ça va être grâce à la plasticité cérébrale dont Mme Chaulière a parlé avant dans son... C'est pas exactement pareil dans son intervention. Ça va être stimuler la plasticité cérébrale du cerveau pour permettre la création de nouveaux neurones olfactifs, puisque, petite information, le nerf olfactif est le seul nerf capable de régénération, et donc permettre aux patients de pouvoir récupérer une fonction olfactive normale. Donc, par rapport à la mémoire olfactive, alors, il faut savoir que la mémoire olfactive a un pouvoir d'évocation très très fort et résiste extrêmement bien au temps. Alors, on a deux hypothèses pour ça, on ne sait pas exactement quelles sont les raisons. La première hypothèse, c'est ce que je vous avais dit avant, c'est les structures cérébrales anatomiques qui sont communes entre celles impliquées dans les processus de mémorisation et celles qui traitent les émotions. Et la deuxième hypothèse, c'est que le processus de mémorisation d'une odeur s'effectue dans son ensemble, à travers trois phases, l'encodage, le stockage et le rappel. Et ces trois phases sont interdépendantes. C'est-à-dire que pour retenir une odeur, en fait, on l'inclut dans un contexte. Donc par exemple, vous demandez dans la rue, vous faites sentir à quelqu'un une odeur de cerise, et bien quelqu'un va pouvoir peut-être vous dire « Ah, moi ça me rappelle le sirop pour la toux ». Parce que quand il a mémorisé cette odeur, c'est qu'il était, par exemple, il était malade et qu'il avait dû prendre ça et qu'immédiatement il l'a inclus dans un contexte. Quelqu'un d'autre qui va par exemple vous dire « Ah bah non, moi c'est un bonbon parce que voilà, c'est les bonbons que je mange quand je vais, je sais pas, chez ma grand-mère ou quoi ». Enfin, chacun va vraiment, aura son expérience personnelle pour chaque odeur. C'est pour ça qu'une odeur peut être décrite de 1000 façons différentes et que, par exemple, dans les ateliers olfactifs, chez certains patients, une odeur va évoquer quelque chose et chez quelqu'un d'autre, ça évoquera peut-être rien du tout. Donc, voilà, c'est ce qu'on cherche un petit peu à avoir dans les ateliers. Par rapport à... Oui, à la plasticité. Un article précisément explique que les nerfs olfactifs ont une plus grande capacité de survivre dans un contexte d'apprentissage entre 18 et 30 jours. Donc c'est là que ça prend tout son intérêt, c'est-à-dire que si on va présenter à un patient dans le coma des substances olfactives, et ben les neurones ils sont déjà en train de travailler, ils sont déjà en cours de régénération parce que c'est très rapide après un traumatisme, et donc on aura encore plus de chances de récupération. Donc, je suis passée très très vite, j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses. Mais la conclusion, c'est que la route est encore longue, puisque au vu de la bibliographie, il n'y a vraiment rien en français. Il y a quelques articles en anglais et la plupart ont été issus de magazines ORL. Mais c'est une thématique qui a de l'avenir, puisqu'il est prouvé que les afférences sensorielles olfactives ont un réel impact sur le patient cérébro-lésé et surtout au niveau des processus cognitifs. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est quantitativement, quelle importance ont ces afférences comparées aux afférences sensorielles classiques chez les patients. Et je pense que l'olfaction est un sens qui mérite qu'on s'y intéresse, car il semble offrir de nombreuses applications en massokinésithérapie qui ne demandent qu'à être validées scientifiquement.